Bonsoir à tous, il est 23h et vous suivez la dernière édition du journal à la une de l'actualité. Fin de formation commune de base pour la 36e promotion des éléments de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké. Ils ont été présentés au drapeau devant les autorités de la région de Béké. Les accidents de la route, quand ils ne sont pas mortels, laissent la plupart du temps de graves séquelles physiques. Ceux avec les engins à deux roues en laissent même bien plus de séquelles et de plus graves quand un choc brise une vie. Un reportage à voir dans cette édition. Et puis ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants, c'est le thème d'une mission de suivi du programme ENACT qui vient de prendre fin dans l'Anawa. Elle avait pour objectif d'apprécier et de mettre en valeur les réalisations de la phase 1 du dit programme, une mission exécutée avec succès. Voilà pour l'essentiel, bienvenue. On entame ce journal avec cette cérémonie de fin de formation commune de base des éléments de la 36e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, 6 à Boaké. Ils sont en tout 239 en provenance de 9 pays d'Afrique. Ils ont été présentés au drapeau devant la hiérarchie militaire et les convives civils. Gervais Kwasi, Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'actifs NSOA Boaké. 239 pensionnaires issus de la 36e promotion sont présentés au drapeau au thème de la formation commune de base FCB qui aura duré 3 mois. La cérémonie, qui se veut publique comme à l'accoutumée, est présidée par le commandant des écoles et centres de formation militaire, le général de brigade Ahmed Zana Traoré. Ce cérémonial, qui est un passage obligé pour tout soldat, est plein de sens, nous fait savoir le commandant école. Dans cet acte, l'armée le reconnaît comme futur soldat des forces armées de Côte d'Ivoire et le vit par l'honneur au service de la nation. Dès lors, le sens de l'engagement change. Servir n'est plus une option, mais un devoir. Obéir n'est plus une contrainte, mais une discipline librement acceptée. Agir n'est plus guidé par l'intérêt personnel, mais par la mission confiée. C'est à cette transformation fondamentale que les 3 mois de formation commune de base ont été entièrement consacrés. Les 239 sous-officiers de la 36e promotion de l'ENSOA, dont 44 filles, sont issus de 9 pays. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone et le Togo. Il leur faudra encore 12 mois de formation pour intégrer définitivement les forces armées de leurs pays respectifs avec le grade de sergent. Depuis le 23 janvier 2026, Djibril Ouattara est le nouveau ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique. Il remplace à ce département ministériel Ibrahim Khalil Konaté qui lui occupe désormais le portefeuille du commerce. Au 23e étage de l'immeuble Postel 2001 dans la commune du Plateau, les 2 ministres ont procédé ce mercredi 28 janvier à la passation de charges qui marque ainsi la fin de 27 mois d'activité du sortant à ce poste. C'est ce que nous disent Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré et Vakassa Karaboko. Cette passation de charge est présidée par Roger Charlemagne Da, secrétaire général du gouvernement. Sa présentation sur les principes de cette tradition administrative entre ministres sortants et entrants permet au ministre Ibrahim Khalil Konaté, appelé au commerce depuis le 23 janvier dernier, de faire un bilan des avancées enregistrées en 27 mois d'exercice à la tête de l'ex-ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Parmi les acquis, la nouvelle stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, la stratégie nationale de transformation numérique de la Côte d'Ivoire 2025-2035 pour un montant de 300 millions de dollars. Et au titre donc de l'écosystème des startups numériques, nous avons la loi portant sur la promotion des startups numériques. Et très prochainement, une structure va voir le jour, le programme national de connectivité rurale. Un programme que je considère comme le fleuron. Ça nous a permis aujourd'hui de connecter 388 localités
en une année. Désormais, dénommé ministère de la Transition numérique et de l'innovation technologique, ce département est piloté par Djibril Ouattara. Il s'engage à bâtir l'avenir sur les acquis de son prédécesseur. C'est faire de la couverture numérique et de l'accès à des contenus appropriés sur l'ensemble du territoire un service de base fondamentale qui, je l'espère, rejoindra très vite le service de distribution d'eau et de l'électricité si cher au président de la République. En tout cas, nous devons nous atteler à faire en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier pleinement des opportunités du numérique. Ma référence, quant à moi, sera la feuille de route fixée par le chef de l'État. Nous avancerons ensemble avec méthode autour de projets structurés, de délais maîtrisés et de résultats mesurables. Fort de son expérience de plus de 15 années dans le haut niveau des télécommunications, Djibril Ouattara affiche clairement son ambition de faire de la Côte d'Ivoire une référence en Afrique dans les domaines de l'innovation technologique et de la transition numérique. Les locaux de la direction des examens et concours ont abrité une passation de charges entre la ministre sortante, Mariatou Koné, et son successeur, Kofi Nguessan. Après 5 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné passe le flambeau. Son successeur, Kofi Nguessan, hérite d'un département élargi intégrant désormais l'enseignement technique. C'est Forazeki. Après 5 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Mariatou Koné dresse un bilan marqué par d'importantes réformes. États généraux de l'éducation, retour de la dictée et du calcul mental, digitalisation du système éducatif, mais aussi construction de milliers de salles de classe à travers le pays. Sous son mandat, les indicateurs de scolarisation et les résultats aux examens nationaux ont connu une nette progression, avec un accent particulier sur l'éducation des jeunes filles et la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Nous n'avons peut-être pas tout réussi, mais nous croyons avoir donné le maximum avec détermination, engagement et loyauté. Je souhaite une bonne chance et une bonne continuité à mon collègue et frère, Monsieur le ministre Kofi Nguessan, dont les qualités humaines et professionnelles ne souffrent d'aucun doute pour poursuivre l'œuvre de construction et de consolidation de l'école ivoirienne à la tête de ce ministère. Le ministre entrant Kofi Nguessan entend mettre l'accent sur la qualité de l'enseignement, la formation technique et la promotion des sciences, avec pour ambition de bâtir une école plus attractive et adaptée aux défis du développement. Je voudrais, avec vous, faire de l'éducation nationale, l'alphabétisation et l'enseignement technique les leviers fondamentaux de la Grande Côte d'Ivoire, car l'éducation est la base de la société humaine et la formation constitue l'âme du progrès et de l'épanouissement. Dans ce sens, notre ambition pour l'école demeure simple. En me fondant sur ma petite expérience de formateur et de gestionnaire d'établissement, l'avenir de l'école sera bâti sur la complicité entre le maître et l'élève. Une transition placée sous le signe de la continuité, avec en ligne de mire l'amélioration durable du système éducatif ivoirien. Hier après-midi, au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a eu lieu la passation de charges entre Jacques Assaoré-Conan, ministre sortant, et Abou Bamba. Le ministre sortant a présenté les actions menées par son département ministériel en 2 ans et demi d'activité, des résultats salués par son successeur qui s'inscrit dans la continuité. Grace Kando, Désiré Afo, Basile Kouassi. En présence du secrétaire général du gouvernement, Dash Allemagne, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a officiellement reçu des mains de son prédécesseur, Jacques Assaoré-Conan, les dossiers retraçant les acquis ainsi que les chantiers en cours au terme de 2 années et demie de gouvernance à la tête de ce département ministériel. Nous avons institué l'élaboration annuelle d'une note d'orientation, alignée à la fois sur le plan stratégique de développement du ministère et sur la feuille de route du gouvernement. Sur le plan normatif et réglementaire, des avancées majeures ont été réalisées. Dans les négociations internationales, notamment lors des COP, j'ai constamment défendu une position claire. L'Afrique n'a plus besoin de diagnostics supplémentaires, mais de solutions concrètes, de financement innovant et accessible et d'une justice climatique effective.
Des initiatives saluées par le ministre Abou Bamba qui compte capitaliser ses acquis dans la continuité. Ma vision est claire, concilier durablement la protection de l'environnement et le développement économique de notre pays. L'environnement ne doit plus être perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité de créer des emplois verts, des emplois bleus, des emplois de gestion des ressources naturelles et d'améliorer la qualité de vie de nos populations, de renforcer par conséquent la résilience de nos territoires. Je m'engage à consolider les acquis, à poursuivre les réformes engagées et à œuvrer avec détermination à l'atteinte des objectifs de la transition écologique. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique invite ses collaborateurs au travail afin de relever les défis liés à la préservation de l'environnement. Ce samedi 31 janvier, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a procédé à sa résidence à Cocody au lancement d'un programme de planting de 500 pieds de palétuviers, un projet pilote qui vise à réduire la pollution et protéger les baies de l'érosion et des tempêtes. Grace Kando nous en dit plus. La lagune Ébrié, l'une des plus grandes en Côte d'Ivoire, reçoit chaque jour 250 tonnes de déchets, dont 80% composés de matières plastiques. Face à cette réalité, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution dans la lutte contre la pollution de cet écosystème. Pour ce faire, elle lance un programme pilote de restauration des baies à travers la plantation de palétuviers ou mangroves, lieu choisi, la résidence du diplomate français. Donc c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour l'environnement. Mais ce qui est bien avec la mangrove, c'est que ça part bien, ça pousse bien, ça se répand en hauteur, en largeur. Et donc quand vous reviendrez ici dans un an, vous verrez déjà le paysage a changé. Et il y aura plus de poissons et plus de biodiversité. Les palétuviers sont des arbres qui vivent en bord de lagune, dans la zone de battement des marées, qui jouent un rôle essentiel dans les lagunes parce qu'ils protègent le bassin versant des intrusions marines. Ils retiennent les sédiments qui viennent du bassin versant, ils enrichissent la lagune. Ils font des racines qu'on appelle des pneumophores, des racines aériennes dans lesquelles les poissons, les crabes, tout un tas d'organismes viennent se reproduire et se développer. L'initiative est soutenue par plusieurs structures œuvrant dans les milieux aquatiques et de la reforestation. C'est un signal fort que l'ambassade de France nous lance. Et nous, ONG Espoir de vie durable, nous sommes disponibles. Nous avons des pépinières et nous avons des représentations partout sur la côte. C'est une formation à la plantation des mangroves, c'est une éducation également à la plantation des mangroves pour que toute notre lagune soit enrichie en mangroves pour le développement de l'activité de pêche. Ça, c'est des actions pour faire de la ville d'Abidjan une ville durable. Cette action de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire contribue à la résilience des communautés lagunaires face aux impacts négatifs des changements climatiques. Chaque année, les accidents de la voie publique provoquent de lourdes séquelles, dents arrachées, mâchoires fracturées, visages durablement marqués. Les conducteurs des engins à deux roues paient le plus lourd tribut. Le constat de notre reporter Delphine Blas au service de stomatologie et de traumatologie où chaque minute peut changer une vie. Les accidents de véhicules légers, poids lourds et autres, on en parle chaque jour. Tellement traumatisants. Mais ceux dont on ne parle pas assez, ce sont les accidents de moto, de vélo. En clair, les accidents des deux roues. Et pourtant, la situation est alarmante, parfois dramatique. 37% des décès routiers impliquent les motos et tricycles en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui datent de 2025. Ces blessés et autres victimes, on les retrouve parfois dans des états graves. Retour sur cet accident d'engin à deux roues sur la voie publique. Direction le CHU de Trècheville. Un coup de fil et nous rejoignons les victimes aux urgences chirurgicales et en unité de stomatologie. Je suis tombé, je ne sais pas comment c'était passé. J'ai eu ma jambe cassée. Juste à mon arrivée, ils m'ont mis dans leur urgence là-bas. Avec les soins rapidement, tout. En même temps ici en même temps, bon. Les soins se passent de jour en jour. Je me suis retrouvé un peu. Je quittais en livraison en venant à la maison. Et puis, j'étais un peu fatigué. Donc, arrivé au niveau de Félixia, là, j'ai somnolé. J'ai fait sortir de voie. Je suis rentré dans un béton. On a eu à appeler les ambulances.
Ils sont venus, ils m'ont pris. On est venu au CHU de Trècheville. Et ils ont eu à faire les premiers soins. En tout cas, actuellement, ça va. Un choc violent, une chute, une inattention et soudain le corps est violemment projeté. Dans ce service hospitalier, près de 70% des patients admis pour traumatisme grave sont victimes d'accidents de 2 roues. Le choc est souvent direct, atteignant d'abord le visage et la mâchoire. Mais les blessures ne s'arrêtent pas là. Selon les données du service de traumatologie, plus de 50% des victimes présentent également des fractures des membres inférieurs, notamment des jambes, parfois multiples, nécessitant des interventions chirurgicales lourdes et une longue rééducation. Par ailleurs, plus de 60% des accidentés souffrent de lésions maxillo-faciales sévères, fractures de la mâchoire, dents arrachées, plaies profondes du visage. Sans une prise en charge rapide, ces traumatismes peuvent entraîner des séquelles définitives, tant fonctionnelles qu'esthétiques. Nous sommes dans le service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. C'est le service qui s'occupe des maladies de la cavité buccale, donc stomatologie. Et maintenant, au niveau des os de la face, on appelle la chirurgie maxillo-faciale, donc les maxillaires et puis le visage. Ici, nous avons donc ces traumatisés qui sont arrivés de plus en plus et que nous essayons de prendre en charge. D'abord, ils passent aux urgences de chirurgie où nous avons nos internes qui vont examiner tout le corps parce que lorsqu'on fait un accident, on ne sait pas où le choc est parti. Une fois qu'on sait que la lésion est maxillo-faciale, le patient va être transféré chez nous ici et nous allons le réexaminer, demander des examens qu'il faut. Et une fois qu'on a vu les lésions, nous allons prescrire le nécessaire d'intervention. Pour la prise en charge, il faut aller vite et bien pour éviter des décès. Les médecins urgentistes, les traumatologues et stomatologues s'activent en fonction des cas. Stabilisation du patient, contrôle des saignements puis réparation des lésions du visage et des membres touchés. Aujourd'hui, la direction du CHU de Trècheville a signé un accord avec le Fonds de garantie automobile qui fait qu'il y a une levée de la barrière financière des patients. Donc, lorsque le patient arrive, qu'on sait que c'est un accident de la voie publique, il y a un agent de Fonds de garantie automobile qui vient prendre les renseignements avec le patient, il lance la procédure, prend tous les médicaments qu'il faut pour que nous, on puisse l'opérer le plus rapidement possible. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, environ 85% des patients retrouvent une fonction satisfaisante, qu'il s'agisse de la mastication, de la parole ou de la mobilité. Un résultat qui témoigne de l'efficacité des soins spécialisés. Depuis quelques années, on retrouve parmi les accidentés de la voie publique, les accidents de la circulation, un grand nombre de blessés dus aux accidents, aux engins à 2 roues. Il y a besoin vraiment effectivement de sensibiliser sur la population, sur les lésions, sur la gravité lésionnelle des accidents à 2 roues. Donc les frères, vraiment, faites attention à la moto. Portez toujours les casques. Soyez prudents au volant. Et quand vous êtes fatigué aussi, vous devez vous reposer. Les médecins insistent. La prévention reste la meilleure arme. Le port du casque permet de réduire jusqu'à 40% le risque de traumatisme, tandis que le respect du code de la route diminue fortement les risques de fracture des membres inférieurs. Je suis à la maison, on m'appelle que mon petit frère a fait accident. Arrivé ici, là, j'ai eu peur. J'ai dit, j'ai fait comment là-bas? Mais arrivé ici, là, je vois que c'est bien passé même. En traumatologie et en stomatologie, chaque prise en charge redonne de l'espoir. Chaque intervention donc permet parfois de retrouver un visage et de remarcher. Prudence sur les routes, quel que soit l'engin que vous conduisez. Direction la région de la Nawa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une mission de suivi de programme ENACT vient de prendre fin. Elle a pour objectif d'apprécier et de mettre en valeur les réalisations de la phase 1 du dit programme, une mission composée de représentants d'organismes internationaux et de membres du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Les précisions de Sam Conan.
Première étape de la mission d'évaluation et de suivi de la délégation de l'UNICEF dans le cadre du programme ENACT, ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, le village des Akouya, dans la sous-préfecture de Grands-Atri. Ici, une infrastructure d'hydraulique villageoise améliorée a été réalisée par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Un soulagement pour les populations. Effectivement, ce château qui est venu, ça nous a aidés. Ça nous a plu, surtout nous les femmes. Puisque au début, nous tirons des cordes dans les puits. Nous avons les courbatures. Prochaine étape de la mission de suivi et d'évaluation, le centre de santé de Yabayo, où les partenaires ont pu évaluer l'interopérabilité entre les services de santé et l'état civil. Selon le sous-préfet de Soubré, Koulibaly Zana, le taux de déclaration des naissances est passé de 10 à 68%, avec pour objectif d'atteindre les 100%. Au centre social de Soubré, dernière étape de la mission du jour, les responsables du projet ont pu toucher du doigt les résultats du soutien institutionnel apportés dans le cadre de la formation civique et professionnelle des jeunes filles formées à des métiers d'avenir. Le projet ENACT a été mis en place pour appuyer les efforts du gouvernement, un appui à la coordination institutionnelle de l'État pour répondre à ces problématiques-là, la protection directe des personnes vulnérables, mais également un meilleur accès aux services sociaux de base et aux opportunités d'emploi décent. La prévalence du travail des enfants a baissé d'une façon significative. Entre la dernière enquête démographique de santé et la dernière de 2023, nous avons vu une baisse de la prévalence de près de 20%. Grâce au succès réalisé dans le cadre de cette première phase du projet, les populations et responsables s'accordent pour la seconde phase, en vue d'éradiquer le phénomène du travail des enfants dans la cacaoculture. Au chapitre culture, ce 29 janvier à Marcory s'est tenu le lancement officiel de Miss Côte d'Ivoire 2026, une cérémonie qui ouvre une nouvelle page de l'un des événements culturels et médiatiques majeurs du pays. Le calendrier officiel a été dévoilé ainsi que quelques innovations majeures. Roxane Ambaché, Jean-Marc Djadji, Joseph Assiedou. C'est officiel, le coup d'envoi de la 30e édition de Miss Côte d'Ivoire est lancé. Au travers d'une conférence de presse, le comité Miss Côte d'Ivoire dévoile son calendrier. Les présélections s'ouvriront le 28 février prochain à Aboisseau et prendront fin le 25 juin 2026 au parc d'exposition pour la finale. Innovation majeure, une demi-finale le 30 mai à Boaké. Les jeunes filles vont continuer dans la compétition avec les cheveux naturels lors des présélections. À la finale, on va changer un peu. Mais on a décidé aussi cette année de réduire le pourcentage du vote des membres du jury public, ceux qui votent. On s'est rendu compte que l'année dernière, le pourcentage était trop élevé et que ça a trop pesé dans la balance. Chaque année, les ministères de la Culture et du Tourisme accompagnent le Comici dans la promotion de l'excellence. Chaque étape est une invitation à découvrir une destination, à valoriser le patrimoine culturel et à stimuler donc l'animation culturelle, les loisirs, l'hôtellerie, la restauration et l'économie locale. À ce titre, le ministère du Tourisme et des Loisirs se réjouit de l'ancrage national de ce concours. Les regards se tournent déjà vers l'avenir, qui sera celle qui écrira une nouvelle page de l'histoire de Miss Côte d'Ivoire. En attendant, Fatima Koné, Miss Côte d'Ivoire 2025, conserve sa couronne. L'écrivain ivoirien Ernest de Saint-Sauveur-Foix choisit la fondation Amadou Hampâté-Bâ de Cocody pour la dédicace des 2 tomes de son dernier ouvrage, Tradition, Racines et Ancestralité. Tenue le 29 janvier, la cérémonie réunit de grandes figures de la littérature et du monde académique, mais aussi nos reporters Gilles Chris Kwame, Sephora Zegui, Maurice Ekbele et Joseph Assiedou. Dans l'héritage d'Amadou Hampâté-Bâ et de Cheikh Hamidou Kane, Ernest Foix, à travers son œuvre, réhabilite les traditions africaines. Il les revendique comme une mémoire vivante, une force d'avenir et un gage d'espoir face aux influences extérieures. Je suis parti de la réflexion du patriarche Amadou Hampâté-Bâ
Disons que la tradition, ce n'est pas le culte des cendres, mais la transmission du feu. Dans un monde qui se modernise rapidement, la littérature négro-africaine, selon l'écrivaine Awaba, devrait continuer à produire des ouvrages de ce style afin d'inspirer les nouvelles générations. De plus en plus, on assiste à une littérature qui devient contemporaine. C'est important qu'il y en ait quelques écrivains qui se démarquent par cette littérature qui parle des traditions, des valeurs. Je comprends que c'est un hymne à la paix, un hymne à la solidarité, à l'entraide. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça s'impose impérativement à nous. Et nous écrivons. Tant que la quantité de ce qu'il a écrit n'est pas achevée, nous ne connaissons pas le repos. Déjà auteur de 10 œuvres littéraires, Ernest de Saint-Sauveur-Foy est à sa 11e sortie avec Tradition, Racines et Ancestralité, tomes 1 et 2. L'ouvrage est en ce moment disponible en librairie. La saison sportive 2025-2026 de l'OASU du département de Ouangolodougou a été officiellement lancée dans la dite ville. Pour cette édition, 40 établissements scolaires du département sont engagés dans plusieurs disciplines, comme nous le dit Kader Sogodogo. Lancement départemental de la saison sportive 2025-2026 de l'OASU dans le département de Ouangolodougou. C'est le lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou qui abrite les festivités. Pour les responsables locaux du sport, il s'agit de faire le bilan de la saison écoulée et annoncer les grandes lignes de la saison 2025-2026. Cette cérémonie de lancement, nous avons prévu 2 matchs au football, U14, U22, et 2 matchs au handball, U14, U22. Et après ça, nous aurons de nombreux matchs. Nous avons au total 1700 licences pour cette édition 2025-2026. On a juste fait 2-0. On devait faire plus que ça. J'avais peur, mais on a respecté les règles du terrain. Le député de Ouangolodougou, Kawara Drissa Traoré, parrain de cette compétition sportive, invite les athlètes à privilégier le fair play, la fraternité et le respect des règles de l'OASU. Parrainer ces compétitions, c'est un engagement envers ces valeurs qui nous animent, le travail, la persévérance, le respect et la solidarité, tant prônés par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le sous-préfet de Kawara, représentant le préfet du département de Ouangolodougou, remercie l'ensemble des acteurs locaux du mouvement sportif scolaire pour le travail abattu l'année dernière. Pour l'édition nouvelle, 40 établissements scolaires du département de Ouangolodougou sont engagés avec 105 équipes du primaire et 169 équipes du secondaire dans plusieurs disciplines. Il faut citer le football, le handball, le rugby, l'athlétisme, la gymnastique et le volleyball. 4 rencontres ont marqué ce lancement. Hors de nos frontières au Mali, un nouveau convoi de camions transportant du carburant a été la cible d'une attaque attribuée aux terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, affilié à Al-Qaïda, survenu dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays, sur l'axe qui mène à la frontière sénégalaise. Celui-ci a fait plusieurs victimes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde vendredi 30 janvier contre un effondrement financier imminent de l'organisation dans un courrier aux États membres. Il appelle notamment tous les pays à honorer pleinement et dans les délais leurs obligations de paiement ou à revoir en profondeur les règles financières de l'institution. Ce dernier craint de ne pas pouvoir exécuter intégralement le budget programme 2026 approuvé en décembre. Pire encore, les liquidités du budget ordinaire pourraient être épuisées dès le mois de juillet, estime-t-il. On termine avec les principaux acteurs du projet national d'adressage qui ont engagé à Grand-Bassam des réflexions stratégiques sur la vulgarisation de l'adresse dans les procédures administratives auprès des populations. Objectif, éviter que l'adressage reste un outil purement technique et mettre en place les mécanismes de pérennisation. Fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis.